Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet du matériel communiquant dans le réseau informatique. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Donc nous allons aborder, donc, comme je vous disais, sur les types de matériel de communication en réseau. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le type de matériel? On trouvera donc des types de câbles. Les types de câbles, il y aura les câbles RJ11, les RJ45, où je vous décrirai chaque des câbles à quoi ils servent, pour quelle raison on les utilise, la fibre optique, la connexion sans fil. Qu'est-ce qu'on a? Donc la connexion sans fil. Dans la connexion sans fil, on a automatiquement le Bluetooth, on a aussi l'infrarouge, on a aussi les ondes hertziennes, qui dit la radio et les satellites. On trouve dans le réseau de communication les périphériques. Dans les périphériques, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les cartes réseau, qui sont dans votre ordinateur portable ou fixe, les répéteurs, les hubs, les switches, vous verrez la différence de chaque élément, les routeurs et les modems. Donc, on va détailler maintenant chaque élément dans les thèmes. Donc, type de câble, vous avez le premier type de câble qui est le RJ11. Voilà, ce câble-là, on le trouve le plus souvent, c'est un connecteur anglais, donc en chaque, est un standard international utilisé par les appareils téléphoniques fixes. Il est également utilisé dans le domaine des réseaux locaux. C'est ce que cette câble-là, on l'utilisait, c'est surtout au niveau pour les téléphones. C'est l'ancêtre, ça l'est toujours encore dans certains pays, même en France, dans certains endroits. C'est le câble réseau qui est lié à votre téléphone, qui doit être branché après sur votre box pour avoir la connexion de téléphone. Et comme vous pouvez voir, le RJ11, il n'a que 4 fils utilisés sur les 6 disponibles. Et en revanche, le RJ11 est plus petit. Il dispose de moins de fils qu'une prise RJ45. Le câble RJ45, c'est celui qu'on voit assez souvent, qu'on utilise ne serait-ce que dans votre box, pour relier votre ordinateur à votre box, qui est un connecteur donc différent. On l'utilise le plus souvent pour les câbles réseau en utilisant 4 broches, donc par paire de 2, ou 8 broches par paire de 4. On l'utilise aussi comme connecteur de téléphone et de bureau pour les applications réseau téléphonique. Quand on dit téléphone, c'est des téléphones IP. C'est les téléphones où on branche directement des câbles réseau. On les voit surtout, ces téléphones-là, dans des entreprises. On peut voir. Mais en plus, c'est un connecteur utilisant les 8 points de contact qui est utilisé pour relier les 4 paires nécessaires au réseau de 1 GHz par seconde et pré-câblé les bâtiments pour toutes les applications à courant faible, basse puissance ou basse tension, qui ne demandent pas beaucoup de conducteurs distincts plutôt. De même, le connecteur 8P 8C, dit RJ45, permet plusieurs types de câbles, torsadés, en paire ou non, avec ou sans blindage. Donc, un peu d'histoire. Donc, depuis le 1er janvier 2008, la norme NFC 1501 oblige l'installation des RJ45, des prises donc 8P, 8C, avec un câble à 2 ou 4 paires torsadées dans les bâtiments neufs. Vous verrez dans les bâtiments traînants depuis 2008, vous verrez une prise complémentaire en plus de la prise électrique pour les bâtiments neufs, extension et de rénovation complète. Mais si une seule paire non nécessairement torsadée suffit pour la téléphonie en mode analogique. Et si aujourd'hui la plupart des téléphones vendus ou du câble souple non torsadé, terminé par des fiches mâles, on appelle ça 6P2C, compatibles physiquement et électriquement avec les prises femelles, donc RJ45. Les câbles RJ45 peut soit être un câble droit ou un câble croisé. Le câble réseau droit a ses fils de couleur positionnés au même emplacement sur les connectiques, or que les câbles réseau croisés a ses fils de couleur inversés sur les connecteurs. J'en parle justement de mon site là-dessus. Non, c'est pas ici, c'est dans la pratique. Vous voyez, les câbles droits, les couleurs sont placées quand on met les deux fiches côte à côte. On voit que les couleurs sont placées au même emplacement. Qu'un câble croisé, vous verrez, il est placé différemment. Les couleurs sont pas au même emplacement.
D'accord. Donc le clavier ne pourra être connecté, relié qu'avec un appareil qui seront de même nature, indiqué par exemple entre deux ordinateurs. Hein. Le clavier croisé pourra être connecté, relié, donc ça veut dire relié, avec des appareils qui ne sont pas de nature différente. Exemple, un ordinateur et une box, ou une modem et un routeur. C'est ce que vous avez chez vous. Je vous réfère, donc je viens de vous faire voir sur le réseau. Côté pratique pour vous voir qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Le câble RJ45, vous l'avez chez vous, chez votre box, pour vous brancher dans l'ordinateur. Je vais vous expliquer. Donc la fibre optique, qu'est-ce que c'est? La fibre optique est un fil très fin, en verre ou en plastique, à la propriété de conduire la lumière et se sert de c'est ce on s'en sert comme la fibroscopie, l'éclairage ou la transmission des données numériques. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiales et peut servir les câbles coaxiales, c'est très vieux. Peut servir de support à un réseau large bande dans lequel transitent aussi bien la télévision, la téléphonie et la visioconférence ou les données informatiques, tout ça sur un même câble. Le principe de la fibre optique date du début du XXe siècle, mais ce n'est qu'en 1970 qu'est développé une fibre utilisable pour les télécommunications avec les laboratoires de l'entreprise américaine Corning Glass World, actuelle Corning Intercorporation. Entourée d'une gaine de protectrice, la fibre optique peut être utilisée pour conduire de la lumière entre deux lieux distants de plusieurs centaines, voire de milliers de kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une grande quantité d'informations en permettant les communications à très longue distance. Il y a des débits jusqu'à impossible. Les fibres optiques ont constitué l'un des éléments clés de la révolution des télécommunications. Ces propriétés sont également exploitées dans le domaine des capteurs de température, de pression, etc., dans l'imagerie et dans l'éclairage. Les longs câbles, vous voyez aussi, il y a d'autres câbles. Ces câbles-là, ils sont liés, vous les trouvez aussi au fond de la mer. On peut aussi trouver des fibres en monomode et multimode. Qu'est-ce que c'est le monomode? Le monomode, la fibre monomode, pour de plus longues distances et ou de plus haut débit. On préfère utiliser ces fibres monomode, donc dites SMF, pour Simple Mode Fiber, qui sont technologiquement plus avancées car le plus fin. Leur cœur très fin n'admet ainsi qu'un mode de propagation le plus discret possible, c'est-à-dire dans l'axe de la fibre. Le plus direct possible, c'est-à-dire dans l'axe de la fibre. Les pertes sont donc minimes, moins de réflexion sur l'interface, cœur-gain, c'est de la lumière qui est dans le fibre optique, que cela soit pour de très hauts débits et de très longues distances. Les fibres monomodes sont de ce fait adaptées pour la ligne intercontinentale. Les câbles sous-marins que je vous parlais. Une fibre monomode n'a pas de dispersion intermodale. En revanche, il existe un autre type de dispersion, la dispersion intramodale. Les fibres monomodes sont caractérisées par un diamètre de cœur de seulement quelques micromètres. Donc le monomode est de 0,9 micromètres pour le haut débit. La deuxième fibre, c'est la fibre multimode. La fibre multimode, dite MMF ou Multimode Fiber, ont été les premières sur le marché. Elles ont pour caractéristique de transporter plusieurs modes trajet lumière. Du fait de la dispersion intermodale, on constate un étalement temporel du signal proportionnel à la longueur de la fibre. Elles sont caractérisées par un diamètre de cœur de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de micromètres. Le cœur en multimode sont de 50 à 0,62,5 micromètres pour le haut bas débit. La connexion sans fil. Qu'est-ce qu'on trouve dans les connexions sans fil? Donc, comme je disais, le Bluetooth. Le Bluetooth est une norme de télécommunication permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance, de l'ordre de quelques mètres, en utilisant des ondes radio UHF, ultra haute fréquence, sur la bande fréquence de 2,4 GHz. Son but est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques à proximité et en supprimant les liaisons filaires. C'est ce que vous pouvez trouver entre votre téléphone portable et un casque Bluetooth. Vous les reliez, vous voyez une très petite distance. Si vous les éloignez
c'est de quelques mètres, à un moment donné, vous avez une perte de débit et une perte de connexion. L'infrarouge. Qu'est-ce que c'est l'infrarouge? C'est une autre façon de se connecter. L'infrarouge est une mode de télécommunication d'électromagnétisme dont le nom en dessous du rouge, du latin plus bas, infra, plus bas. Car ce domaine prolonge les spectres visibles du côté rayonnement des fréquences la plus basse, qui apparaît de couleur rouge. La longueur d'onde dans la vide des infrarouges est comprise entre le domaine visible, donc 0,7 micromètres, et le domaine de micro-ondes, 0,1 micro. L'infrarouge est associé à la chaleur, car la température ambiante ordinaire. Les objets émettent spontanément un rayonnement thermique dans les domaines infrarouges, comme certaines télécommandes de télévision et de décodeurs. Mais par exemple, vous avez aussi des fours à micro-ondes qui chauffent vos éléments en infrarouge. Les ondes hertziennes, qu'est-ce qu'on trouve? Donc les ondes hertziennes, c'est quoi? C'est des ondes radio ou ondes hertziennes, ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention est inférieure à 300 GHz, se propageant dans l'espace. Elles sont comprises entre 9 kHz et 300 GHz, qui correspond à des longueurs d'onde de 33 km à 1 mm. Les satellites de télécommunication, les satellites sont utilisés pour transmettre des informations d'un point à l'autre de la Terre, notamment des communications téléphoniques ou de la transmission de données, les communications de satellites et le programme de télévision. On continue donc dans les autres matériels de communication pour la téléphonie, pour le réseau. Là, on tape dans les périphériques. Dans les périphériques, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On trouve les cartes réseau. Donc ces cartes réseau, c'est les interfaces entre votre ordinateur et le réseau. Elle reçoit les données émises par l'ordinateur et les transmet vers un appareil, soit en filaire, donc avec le câble RJ45 qu'on a parlé tout à l'heure, ou la fibre optique, soit par Wi-Fi. Une autre onde radio. C'est pour ça que tout à l'heure qu'on parlait de onde radio 2,5 GHz, maintenant il y a 5 GHz et 6,1 GHz. C'est ça qu'on appelle ça voilà, la 4G, on voit sur les internets, c'est la 4G et maintenant la 5G. Et vous verrez dans certains pays, surtout en Chine, ils sont déjà à la 6G. Vous avez de la Wi-Fi. Des petites apartheid. Donc, qu'est-ce que c'est un répéteur? C'est comme les hubs. Un répéteur, c'est un équipement simple permettant de régénérer un signal entre deux nœuds du réseau. Nœuds, c'est deux appareils. Afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau. Par exemple, on pourrait voir, là je vous ai fait voir, là c'est un répéteur Wi-Fi. Vous le branchez, vous avez un grand appartement en route, vous branchez ce câble, cette prise-là, cet appareil sur une prise à mi-chemin entre votre box et votre PC par exemple. Si votre ordinateur, vous êtes au deuxième étage, vous êtes dans une maison où vous êtes au premier étage, plutôt pas au deuxième, on va dire premier étage. Si vous avez deux étages, c'est pas mal. Vous êtes au premier étage et vous avez perte de connexion. Vous mettez ça, entre guillemets, dans les escaliers, à mi-chemin, entre votre box et votre ordinateur portable. Il va propager, il va recevoir les ondes Wi-Fi de votre box, qui va les propager jusqu'à votre ordinateur, sans plus ni moins. Il va augmenter, on peut dire, la portée. Voilà ce que c'est un répéteur. Il va augmenter la portée en étendant un peu plus la distance, comme c'est marqué. Le hub, ou concentrateur, qu'est-ce que c'est? Le hub ou concentrateur, c'est un appareil informatique permettant de concentrer les transmissions Internet de plusieurs équipements sur le même support dans un réseau local informatique. En utilisant un concentrateur, chaque équipement attaché à celui-ci partage les mêmes domaines. C'est vrai qu'on pouvait voir, ça ressemble. Les mêmes domaines de diffusion. Voilà. Et de collision. Comme dans tous les segments de réseau Internet, une seule des machines connectées peut y transmettre à la fois. Dans le cas contraire, une collision se produit. Les machines concernées doivent retransmettre leur trame, donc leurs données, après avoir attendu un temps calculé aléatoirement par chaque émetteur. Ce dispositif est un répéteur de données ne permettant pas de protection particulière des données et transmettant des trames à toutes les machines connectées par opposition au commutateur réseau, en parenthèse, en anglais switch, qui dirige des données uniquement vers la machine destinataire. Ceci le rend vulnérable aux attaques par analyseur de paquets. Il permet également d'étendre un réseau local, LAN, mais ne permet pas de transformer en réseau étendu WAN. Là, le répéteur, c'est comme, on pourrait dire ça, c'est une sorte de prise multiple
classique, basique. Il a ces informations et je vous ai fait même une vidéo il y a quelques temps de ça sur qu'est-ce que c'est les interconnexions en réseau. Je vous avais 3 vidéos qui sont là, que j'ai mis en ligne, que je vous mettrai en lien descriptif en bas et sur le côté droit. Pour vous expliquer la différence entre l'interconnexion numéro 1, ça vous explique qu'est-ce que c'est le hub, justement, les domaines de broadcast et pourquoi ça percute. Donc, vous pouvez voir, il envoie les informations, mais sans plus ni moins. C'est pour ça que c'est juste une prise multiple. Hein. Une prise multiple électrique, quand vous branchez les câbles dessus, c'est pour alimenter électriquement partout. Point. Voilà ce que c'est. Un hub. C'est comme un peu le répéteur, sauf que voilà, vous pouvez brancher plus d'appareils. Voilà. Pour ça, je vous disais, entre répéteur et hub, il n'y a pas grand-chose de différence. C'est juste que le répéteur, vous branchez peut-être un appareil, sauf si vous rachetez d'autres derrière. Alors que le hub, lui, il va pouvoir étendre un peu plus, avoir plus de branchements. Mais le résultat sera le même. D'accord ? Les switches, donc, ou commutateurs. Là, on peut dire que c'est une prise multiple, mais un peu plus perfectionnée. Parce que vous avez des switches de niveau 2 pour la couche 2 et des switches de la couche 3 qui vont jusqu'à la couche 3. Qu'est-ce que c'est un switch ? Donc, c'est un commutateur réseau, donc en anglais switch, est un équipement qui relie plusieurs segments, câbles ou fibres, dans un réseau informatique et de télécommunication, et qui permet de créer des circuits virtuels. Quand on dit circuit virtuel, c'est le LAN. Pas le LAN, le VLAN. Les VLAN qu'on peut créer. Pareil, je vous renvoie et je vous en mettrai dans le descriptif qu'est-ce que c'est un VLAN. Il y aura même une pratique comment créer un VLAN. La communication est l'un des 2 modes de transport de trame au sein d'un réseau informatique et de communication, l'autre étant les routages. Dans les réseaux locaux LAN, il s'agit le plus souvent de boîtiers disposant de plusieurs ports RJ45, entre 4 et plusieurs centaines. Il a donc la même apparence qu'un concentrateur, donc le hub. Il existe aussi des commutateurs pour tous les types de réseaux en mode point à point ou comme les réseaux ATM, relais tram, etc. Ces appareils-là, ces gros switches, vous les verrez souvent en entreprise. Hein. Et contrairement à un concentrateur, un commutateur ne reproduit pas sur tous les ports chaque trame qu'il reçoit. Il sait déterminer sur quel point un port il doit envoyer une trame. C'est-à-dire que quand il va recevoir un message du PC A, par exemple, il reçoit l'information, il a une adresse IP, il va regarder dans sa table de routage, c'est pour le PCC ou le serveur, il va dire c'est là, donc c'est sur ce port-là, j'envoie à lui. Si c'est pas marqué dans sa table de routage, il va interroger tout le monde et l'information qu'il aura, il va l'enregistrer dans sa table de routage, comme ça la prochaine fois qu'il reçoit un message pour la même personne, il saura qui l'envoyer sans avoir besoin de l'envoyer à d'autres personnes. Donc en fonction de l'adresse destination de cette trame, je vous disais. Le commutateur sont souvent utilisés pour remplacer les concentrateurs, car ils encombrent moins le réseau. Dans le cas d'un réseau IP Ethernet, un commutateur ne s'intéresse pas à la même couche OSI que les routeurs. Malgré que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a. Hein, c'est le début de la couche 3, on va dire. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le modèle OSI, pareil, je vous renvoie sur une des vidéos que j'ai expliqué qu'est-ce que c'est le modèle OSI. Il utilise historiquement les adresses MAC et les adresses IP pour diriger les données, parce qu'on peut paramétrer justement. Que le hub, on ne peut rien faire. Là, on peut paramétrer, on peut lui dire ce port-là, il servira uniquement pour cette adresse IP-là ou cette adresse MAC-là. Pareil, je vous enverrai. J'ai plein d'explications sur la sécurité, comment sécuriser son switch justement, et qui vous explique comment on peut bloquer certaines fonctions. Donc, contrairement pour une adresse qui peut être particulièrement connue, une trame est toujours émise sur le même port, quel que soit l'état du trafic. Une fois cette table de routage et de communication remplie, le routeur, cherche, par exemple, à déterminer la meilleure route. Il est susceptible de générer moins de trafic pour les grands réseaux. Au niveau du routeur. Le switch, qu'est-ce que c'est ? Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un commutateur établi et émet un jour une table, donc la table de routage, dans lequel le commutateur, pour un réseau Ethernet, il s'agit de tables d'adresse MAC, qui lui indique sur quel port dirige la trame destinée à une adresse MAC donnée, en fonction de l'adresse MAC, source des trames reçues sur chaque port. Le commutateur construit donc dynamiquement une table qui associe le numéro du port et adresse, ce que je vous expliquais. Lorsqu'il reçoit donc une trame destinée à une adresse présente dans cette table, le commutateur, c'est même pas une table de routage, c'est la table de routage, c'est plutôt au niveau du routeur. Désolé pour cette confusion.
Donc le microcontrôleur reçoit donc la trame sur le port correspondant. Si le port de destination est le même que celui de l'émetteur, la trame n'est pas transmise. Si l'adresse du destinataire est inconnue dans la table, alors la trame est traitée comme un broadcast, c'est-à-dire qu'elle est transmise à tous les ports du commutateur à l'exception du port d'émission. Un commutateur de niveau 2 est similaire donc à un concentrateur dans le sens où il fournit un seul domaine de diffusion. En revanche, chaque port a son propre domaine de collision. Le commutateur utilise la micro-segmentation pour diviser les domaines de collision, un par segment connecté. Ainsi, seules les interfaces réseau directement connectées par un lien point-à-point sollicitent le médium. Si le commutateur auquel il est connecté prend en charge le full duplex, le domaine de collision est éliminé. Les routeurs d'enregistrement, on vient sur ces routeurs-là. Les gros appareils un peu plus costauds, vous les verrez aussi dans les grandes entreprises, ces routeurs-là. Un routeur est un équipement réseau, donc informatique, assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre interface, au mieux selon un ensemble de règles. Il y a habituellement confusion entre routeur et relais, car dans le réseau Internet, les routeurs opèrent au niveau de la couche 3 du modèle OSI. C'est lui qui vous permet de passer d'une adresse IP 192 en une adresse IP 172. C'est lui qui fait la bascule entre les deux. D'accord ? Le modem, c'est un modulateur, un démulateur et un boîtier qui permet d'établir une connexion à Internet. Après avoir indiqué le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le modem se connecte de chez vous, donc c'est le fournisseur d'accès à Internet, dans le but de s'identifier et de vous permettre de naviguer sur Internet. Le modem est l'ancêtre de votre box, car maintenant votre box, dans ce boîtier, a les fonctions de switch, routeur, modem et point d'accès. Donc vous regardez bien, c'est tout ça. Il gère toutes ces informations-là. Vous regardez vos boîtiers box, vous avez plusieurs prises RJ45, donc vous pouvez brancher plusieurs PC. Le modem, lui, il vous permet d'aller sur Internet, de vous faire donc d'utiliser le protocole NAT/PAT pour basculer d'une adresse privée 192 à une adresse privée publique. Il est lié au routeur qui peut faire la bascule des deux. Donc on pourrait dire que le modem, l'ancêtre du modem, donc votre box, utilise la couche 2, 1, 2 et 3. C'est 3 couches, voire la couche 4, parce qu'il peut avoir une interface pour justement régler l'ensemble. Mais voilà, il est en tout cas sur les 3 premières couches du réseau OSI, du modèle OSI. Merci donc pour votre soutien et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous l'avez regardé. Je vous remercie également d'avoir regardé la vidéo et cela vous intéresse. Je parle sur les mêmes sujets ou sur d'autres sujets. Dites-le moi dans les commentaires. C'est dessous, je me ferai un plaisir pour cela de vous faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Bien sûr, et je vous mettrai les liens de toutes les informations que j'ai données dans le descriptif pour que vous puissiez avoir accès et compléter les informations que je viens de vous donner. C'était une théorie assez plus ou moins longue. Et je vous remercie et au revoir pour une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.